Donc je m'appelle Aileen, j'ai 30 ans. J'ai pas 31 ans, j'ai vu sur des questions qu'il y avait marqué que j'avais 31 ans, mais j'ai 30 ans en fait. Donc voilà. Euh, donc j'ai écrit un roman qui est sorti en 2019 qui s'appelle La Dernière Marée, qui est mon premier roman. L'année d'après, j'ai sorti Ogresse, que vous connaissez. Mais c'est pas mon seul métier, je fais aussi des traductions. Donc par exemple, j'ai traduit ce roman-ci de l'anglais en apnée. Et celui-ci, euh, Amelia Westlake n'existe pas, que j'ai traduit de l'anglais. C'est un roman australien que j'ai traduit de l'anglais. Donc j'ai plusieurs métiers et je fais aussi du scénario, mais ça on en parlera plus tard. Voilà, alors j'ai reçu quelques questions déjà, merci à ceux et celles qui en ont soumis. Je vais commencer à tout de suite répondre et puis dès que vous voulez réagir, vous levez la main si vous voulez poser une question de clarification, etc. Alors, première question, comment êtes-vous devenu écrivain? Moi en fait j'ai fait des études d'ingénieur, ce qui n'est pas exactement ce qu'on fait d'habitude quand on veut devenir écrivain. Mais j'aime beaucoup lire depuis que je suis toute petite. Donc vraiment, par exemple, je lisais beaucoup les livres du prix Wurzel. Je ne sais pas si vous connaissez les livres du prix Wurzel, mais donc j'étais tout le temps en bibliothèque et il y avait tous les ans, il y avait la sélection du prix Wurzel. Je regardais dans tous les âges et tout, j'adorais. Donc voilà, dédicace aux bibliothécaires qui nous écoutent, merci. Je faisais le prix Farniente aussi, j'ai participé au prix Farniente et du coup cette année, Ogress est nominé au prix Farniente, ce qui est fou parce que moi je suis allée 2 ans de suite au prix Farniente à la finale et même une fois on a gagné, on a reçu plein de livres et c'était trop bien. Donc j'ai vraiment toujours adoré lire et j'ai toujours écrit aussi, enfin toujours non, mais depuis j'ai retrouvé récemment des histoires que j'avais écrites, des débuts d'histoires, parce que je finissais pas, que j'avais écrites quand j'avais 9 ans. Donc ça fait longtemps quand même que j'écris. Mais ça me semblait impossible de devenir écrivaine en fait. J'ai l'impression que c'était comme astronaute, enfin un truc que personne fait vraiment quoi. Donc j'ai fait des études d'ingénieur parce que j'aimais bien les maths et tout ça et ça me semblait plus raisonnable. Sauf qu'au fur et à mesure de mes études d'ingénieur, je me suis rendu compte que ça me plaisait plus vraiment. Enfin au début j'aimais bien les maths, mais après plus on avançait vers des trucs de vrais métiers, des choses concrètes et tout, moins ça me plaisait. Et du coup j'ai commencé à travailler quand même parce que j'avais pas jeté mon diplôme aux orties quoi, donc j'avais mon diplôme, je me suis dit bon bah je vais quand même essayer de travailler comme ingénieur et j'étais vraiment tellement malheureuse que 9 mois après j'ai quitté mon boulot et je me suis dit non ça suffit, enfin c'est pas possible, j'avais 23 ans ou 24, enfin j'étais encore assez jeune, même si pour vous ça vous paraît vieux, mais j'avais 24 ans, c'est encore jeune, je me suis dit bon bah c'est le début de ma carrière, je vais essayer de faire un truc fou. Et je me suis dit, il faut que j'essaye d'écrire, sinon je vais jamais essayer, quoi. Il faut que j'essaye d'écrire et d'en faire mon métier. Et alors je me suis inscrite dans une formation universitaire qui s'appelle un master de création littéraire. Alors un master de création littéraire, c'est une sorte d'école pour écrivains, enfin pour personnes qui veulent devenir écrivain ou écrivaine. Et donc dans ce master, c'est très chouette. Donc on avait une classe de 15 personnes, une promo. Et on se lisait les uns les autres, on avait des exercices d'écriture et surtout on rencontrait d'autres écrivains. Et ça a été vraiment très important pour moi de rencontrer d'autres écrivains, à la fois parmi mes camarades qui étaient des gens qui voulaient devenir écrivains et puis parmi les intervenants, les profs qui venaient. Ça m'a permis de me dire, mais en fait, ils sont tous différents, c'est des gens normaux comme nous, c'est des gens qui peuvent s'intéresser à ce que j'ai à dire et donc en fait on échange des idées et tout ça et donc ça c'était vraiment chouette. Et donc pendant ces études-là, j'ai écrit pendant ma première année de master, donc c'était des études en 2 ans. Pendant ma première année de master, ça c'était mon travail de fin d'année. Bon, pas comme ça évidemment, mais le texte c'était mon travail de fin d'année. Et après, je l'ai soumis à une maison d'édition et on l'a un peu retravaillé, on a trouvé une couverture et tout ça, et on en a fait un livre. Et pareil pour Ogress, c'était mon travail de fin d'études carrément. Donc voilà. C'était mon deuxième roman. Et après, donc ça allait très vite. En fait, j'ai envoyé les romans à des éditeurs qui très vite m'ont dit bah oui, on les veut. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis après, donc je me suis dit d'accord, je suis écrivaine, mais c'est quand même. Enfin, on gagne pas tant d'argent que ça, malheureusement, en écrivant des livres. Donc qu'est-ce que je vais faire par ailleurs pour gagner ma vie? Donc j'ai travaillé un petit peu dans une maison d'édition bruxelloise qui s'appelle La Pas de Loup, qui fait des albums jeunesse. Et puis j'ai commencé à avoir des contrats de traduction et donc j'ai fait plus que ça quoi. Donc je fais à tiers-temps de la traduction, à tiers-temps de l'écriture et puis à tiers-temps des rencontres comme je fais maintenant ou du scénario et des choses comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis devenue écrivaine. Alors deuxième question. Euh,
comment avez-vous eu l'idée de traiter du cannibalisme? Alors tout de suite les choses sérieuses. Bah, moi je mange des humains depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été une passion pour moi, le cannibalisme. Donc j'ai toujours voulu en parler dans un livre. Non, je blague, c'est une blague. Non, en fait, par contre, ce qui est une passion pour moi, c'est la nourriture. Donc j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup manger. J'ai une partie de ma famille qui est turque. Et donc chaque année, l'été, je vais en Turquie. Et, enfin, j'ai eu un rapport à cette culture qui est un peu différent du rapport que j'ai à la culture belge parce que j'y suis que pendant l'été. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont aussi qui sont d'origine marocaine ou tunisienne ou turque comme moi et qui y vont l'été et qui voient le pays que pendant l'été. Je sais pas s'il y a des gens, vous pouvez lever la main si c'est quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes. Ah bah oui, je vois des mains qui se lèvent. Ah bah il y a plein de gens comme moi en fait. Bah voilà, donc et l'attachement à cette culture-là, pour moi, elle passait beaucoup par la nourriture, parce que j'y allais, donc ma grand-mère me préparait mes plats préférés, et 6 mois à l'avance, elle me disait en février, alors que j'arrivais en juillet, elle me disait qu'est-ce que je te prépare? Alors je suis là, mais c'est dans 6 mois, Baba Année, donc ma grand-mère, enfin on va voir. Et, et donc voilà, c'était un attachement qui passait beaucoup par la nourriture, et du coup, toute mon enfance, j'ai pas mal réfléchi à... enfin, je réfléchissais beaucoup à qu'est-ce qu'on me donne à manger et qu'est-ce que ça veut dire de manger ce qu'on donne, qui me nourrit. Donc par exemple, si ma grand-mère, typiquement ma grand-mère turque, me pose un énorme plat de côtes d'agneau devant moi, bah, je suis super contente parce que j'adore les côtes d'agneau, mais il y en a trop quoi. Souvent il y en a trop, et elle me donne trop à manger et elle veut vraiment que je mange et tout parce que elle me voit pas souvent et que c'est une manière pour moi, enfin pour elle, de prouver son amour, de me donner trop de côtelettes d'agneau, et c'est une manière pour moi de prouver mon amour pour elle, de manger toutes les côtes d'agneau. Mais du coup, personne n'est vraiment satisfait dans cette histoire parce que quoi que je fasse, je vais pas réussir à finir le plat de côtelettes d'agneau, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc elle va pas être satisfaite parce que j'ai pas fini, et moi je vais être contente de manger la première, mais la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, ça va me faire un peu trop, et puis c'est un peu du gaspillage et tout ça. Et j'aimais bien ce genre de petit drame du quotidien qui se passe autour de la nourriture. Et donc en réfléchissant à tout ça, je me suis dit comment est-ce qu'on les rend encore plus dramatiques, encore plus prenants. Bah, en fait, je me suis dit, en fait, le thème du cannibalisme, comme ça permet d'explorer tout ça sous forme de métaphore, en fait. C'est plus juste qu'on nourrit quelqu'un en lui donnant à manger, mais on nourrit quelqu'un en lui donnant de soi-même. Donc il y a une scène où quelqu'un nourrit quelqu'un d'autre avec son sang dans Ogresse. Et donc tout ça, c'est des attachements très forts. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passe si... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on se donnerait soi-même à manger? Qu'est-ce qui fait qu'on refuserait de prendre quelqu'un à manger, etc. Donc voilà, je me suis dit que c'était chouette à explorer comme thème, que c'était très fort émotionnellement. Est-ce que j'ai imaginé la suite quand H serait adulte? Bonne question. Alors, euh, moi j'ai pas vraiment imaginé la suite quand H serait adulte, parce que ça fait pas partie du livre en fait, simplement. Euh, et quelque chose qui est très important pour moi, c'est que j'écris le livre, je travaille très fort, je réfléchis beaucoup pendant que j'écris le livre. Une fois que le livre est sorti, il est imprimé, je peux plus rien y changer, quoi. Vraiment, si j'essayais d'ajouter des choses dedans et d'écrire en plus, ce serait pas le livre, quoi. Ce serait juste quelqu'un qui a écrit en plus sur le livre, ce serait un peu bizarre. Donc pour moi, une fois que le livre est fini, il est fini. Et ce que moi j'en pense, j'ai le droit d'avoir une idée sur ce qui se passe après, etc. Mais pour moi, c'est pas vraiment plus important que ce que vous en pensez. Donc ce qui est vraiment important pour moi, c'est que les lecteurs s'emparent du livre et se disent, bah moi j'ai peut-être ma propre version de ce qui se passe après, etc. Mais c'est à vous, quoi. C'est à vous d'imaginer. Et donc, et pas à moi d'imaginer. Donc voilà, j'espère que vous, ça vous a fait tourner les méninges et tout, et que vous avez plein d'idées sur ce qui se passe ensuite. Moi, bah, j'en ai pas vraiment, et puis de toute façon, même si j'en avais, je vous dirais pas, parce que j'ai envie que ce soit vous qui imaginiez. Pour moi, les livres, c'est vraiment la personne la plus importante dans un livre, c'est le lecteur. L'important, c'est pas ce que l'auteur a voulu dire, l'important, c'est ce que le lecteur reçoit. Donc je veux pas qu'on... enfin, j'essaye en tout cas, quand je fais des rencontres scolaires et tout, d'expliquer aux jeunes comme vous que un livre, c'est pas quelque chose qu'on décode et il y a une seule réponse, il y a un seul message, il y a une seule chose qui se passe. Pour moi, un livre, c'est quelque chose qui est différent pour chaque lecteur. Et j'espère que du coup, si vous êtes 25 en classe, vous avez 25 versions différentes d'Ogresse en tête. Je vois qu'il y a une main levée, enfin un signe de question. En combien de temps
temps Grèce a-t-il été écrit? En combien de temps Au Grèce ça a été écrit? Eh bien, comme je disais, je l'ai écrit, ça a été mon travail de fin d'année, donc en fait, je l'ai écrit, la première version en tout cas, je l'ai écrit en un an. Je me souviens que j'ai eu l'idée, la première idée que j'ai eue, c'était... alors je réfléchis. Non, alors c'est vrai que quand j'avais 22 ans, j'ai écrit une version d'une histoire où il y avait une fille qui habitait seule avec sa mère au bord de la forêt et que la forêt envahissait lentement la maison. Donc ça ressemble à Ogresse, mais c'était pas exactement Ogresse. Donc j'avais une première version que j'ai jamais terminée. Et puis j'ai réexploré cette idée-là donc 2-3 ans plus tard quand j'étais au master de création littéraire. Et là j'ai eu vraiment les idées, les premières scènes qui était la scène de la première fois avec Kouz, suivie de la scène des draps avec la maman. J'ai eu cette idée-là des premières scènes en mai, et puis l'année suivante, en juin, c'était terminé, quoi. Donc ça a été assez vite, en fait. En un an, j'ai écrit ce livre-là. Je continue avec les questions ici. Avez-vous imaginé si la mère allait être reconnue coupable d'homicide volontaire ou involontaire selon les recherches scientifiques? Alors ça justement, moi je sais pas. Et ce qui est important pour moi, ce qui était important pour moi, c'était justement de transmettre que, au final, pour H, qui est l'héroïne, donc à travers les yeux de qui on voit toute l'histoire, quelque part ça n'a pas d'importance. Donc elle dit à la fin, si je retrouve le passage, ah oui, elle dit quand elle sera guérie, il y aura un procès. On a une avocate aussi, et elle m'a dit que l'enjeu serait de décider si oui ou non maman était responsable de ses actes. Il y aura des experts, ces médecins qui viendront témoigner pour sa défense. C'est pour ça qu'il faut élucider son cas avant le procès. Tout reposera là-dessus, dit toujours l'avocate. C'est une bonne question de savoir si maman était responsable d'elle-même. Ça a l'air de passionner l'avocate. Ce que j'en pense, moi, j'y pense pas justement. J'ai pas d'opinion. Et donc pour moi, c'était vraiment important de transmettre ça, parce qu'en fait, peu importe l'explication, pour H, ça change rien à ce qu'elle a vécu, elle a quand même vécu tout ce qu'elle a vécu. Et elle doit quand même, derrière, encore essayer de vivre avec... Enfin, elle doit quand même survivre à ça, à ce traumatisme, etc. Ça change rien de savoir si sa mère a plus aucun contrôle d'elle-même, ou si elle en avait, etc. Elle a passé tout le roman à se dire mais au fond d'elle-même ma mère m'aime encore, elle va jamais me blesser, etc. À se dire d'accord, elle m'a fait saigner une fois ou elle m'a mordu une fois, mais jamais elle me ferait saigner, jamais elle me ferait ça, jamais elle me ferait ci. Tout le roman elle s'est dit ça, et à la fin pour moi c'était vraiment important qu'elle se détache de ça et qu'elle se dise ok, ce qui s'est passé c'est passé, euh, c'est comme ça, et je vais arrêter enfin je vais me détacher je vais arrêter d'essayer de comprendre en fait ce qui arrive. C'est incompréhensible en fait quelque part ce qui se passe. Et je vais accepter que c'est incompréhensible et je vais continuer à avancer. Et pour moi, donc il y avait une question plus loin qui était est-ce que c'est basé sur des faits vécus? Alors moi j'ai eu des expériences dans ma famille de maladies, enfin de troubles mentaux quoi. Et le truc c'est qu'on se dit toujours est-ce que si j'avais fait ça ou qu'est-ce qui se passe, enfin comment est-ce que ça se guérit et tout. C'est très mystérieux quand on est proche de quelqu'un qui a des troubles comme ça. On se demande toujours ce qu'on pourrait faire. Et en fait, pour moi, la libération, ça a été de me dire, mais en fait, il faut que j'arrête d'y réfléchir. C'est pas une enquête qu'on peut élucider, c'est pas un truc où si je trouve la bonne chose à dire, ça va guérir, etc. Et il faut juste, la situation est ce qu'elle est, et il faut avancer avec, quoi. Donc c'était important pour moi que H ait cette réalisation-là aussi à la fin du bouquin. Alors bon, comment ça sera classifié par le juge? Bah, je suis un peu comme H, en fait, j'ai pas d'opinion, et enfin, voilà, c'est comme ça, quoi. Les choses sont comme ça, et l'important, c'est que H continue à vivre avec ça, quoi. Dans tous les cas, que sa mère soit un monstre ou non, elle doit vivre avec sa mère, quoi. Ça reste sa mère. Voilà. Alors, je regarde un peu, je pioche un peu dans les questions qu'on m'a envoyées. Pourquoi avoir écrit tant d'écrits de passages sur l'amour et la sexualité dans votre livre? Alors, très bonne question. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait une autre rencontre dans une classe de deuxième secondaire la semaine dernière. Et j'ai demandé à la prof, je me suis dit quand même, deuxième secondaire, c'est entre 12 et 14 ans. Ça peut être on peut considérer que c'est peut-être un peu jeune pour ce genre de scène. Donc, j'ai demandé à la prof ce qu'elle en a pensé. Elle a dit, bah oui, mais quand je l'ai lu, je me suis dit peut-être que j'aurai quelques parents qui vont protester. Euh,
Et effectivement, il y a une maman qui a dit, je trouve ça pas vraiment approprié pour une fille de 13-14 ans, parce que ça avait fait très peur à sa fille. Mais en fait, c'est pas le sexe qui avait dérangé sa fille, c'était tout le sang et le cannibalisme, etc. Ça lui avait donné des cauchemars, quoi. Et donc, quand je suis allée dans cette classe, ils avaient préparé des questions, comme vous avez fait, et il y a un garçon qui m'a posé la question de est-ce que ça s'est inspiré de votre première fois. Et alors après, il a rougi, il a rigolé, il a dit c'est pas ma question. Et je dis pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas ta question? Il dit parce que c'est quand même un peu bizarre de poser cette question-là. Euh, et ce que je lui ai répondu, c'est de fait, oui, je vais pas te parler de ma première fois, mais par contre, je trouve ça très important et très chouette que grâce à ce bouquin-là, vous ayez devant vous une adulte qui peut parler donc de la manière dont on parle d'expérience sexuelle en fait. Et donc c'était très important pour moi de montrer dans le bouquin une expérience sexuelle qui se passe bien, même si ce qui se passe derrière avec les draps, etc., je vous le souhaite pas. Hein. J'espère que vous n'avez pas une maman cannibale dans la chambre d'à côté le jour où vous faites votre première fois. Mais entre les adolescents, ils parlent, ils se posent des questions. Il y a un petit accident, mais derrière, ils vont parler à une adulte et l'adulte leur explique que en fait, ça arrive, c'est pas grave, etc. Et puis derrière, ils continuent à apprendre, quoi. Ils continuent à faire l'amour et à apprendre à faire l'amour ensemble. Et après, ça se passe bien, quoi. Et c'était important pour moi de montrer ça, de montrer cette vision-là de la sexualité adolescente, parce que je pense il y a plein d'adolescents qui commencent déjà à ces âges-là à avoir des activités sexuelles. Et moi, quand j'avais cet âge-là, on en parlait entre nous. J'avais la chance d'avoir des amis garçons et filles avec qui on pouvait parler de ça, donc à 15-16 ans, etc., on en parlait. Mais on n'avait pas vraiment de... Je veux dire, qu'est-ce qu'on allait... On allait aller en ligne et regarder du porno, mais c'est pas vraiment la même chose que une expérience sincère et honnête de ce que c'est de faire l'amour pour la première fois quand on est adolescent. Il y avait quelques livres où il y avait des petites scènes où ça se passait comme ça, que je relisais beaucoup du coup, parce que j'en avais pas beaucoup d'autres, et je me demandais vraiment comment ce serait, etc. J'étais très curieuse de comment ça se passerait, et du coup je lisais ces livres-là, mais il y en avait vraiment, je me souviens vraiment qu'il y en avait quelques-uns, quoi. Alors maintenant, vous avez beaucoup plus de choses. Par exemple, il y a la série Sex Education. Il y a cette série-là qui, je trouve, est très, très chouette sur la question de la sexualité et tout. Mais il n'y a pas tant de choses dans les livres. Je trouve qu'on n'en parle pas comme... Soit dans les livres, quand on en parle, j'ai l'impression que c'est le sujet, c'est la première fois. Le sujet du livre. Ok, il y en a 3 qui ont réagi très bien. Bravo, Boxal. Et soit ça va être... ou ça va être une première fois qui se passe mal parce qu'on va parler, je sais pas, de grossesse adolescente ou etc. Et je voulais juste vraiment un truc normal entre guillemets qui peut arriver et puis qui fait partie de la vie, quoi, qui fait partie de l'histoire et qui est pas un moment où juste on arrête l'histoire ou alors on fait un fondu au noir comme on dit, donc on montre pas les détails, etc. Je voulais montrer que ouais, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont un peu plus dures, un peu plus gênantes, etc. Et puis derrière on peut en parler et je voulais qu'on puisse en parler, quoi. Et donc, si je voulais qu'on puisse en parler, il fallait que j'en parle dans mon livre. Sinon, je montre par mes actions, en n'en parlant pas dans mon livre, qu'on ne peut pas en parler. Et donc, moi, je veux justement qu'on puisse en parler. Il y a la fraternité qui demandait êtes-vous en train d'écrire un nouveau livre? Je Ouais. suis en train d'écrire un nouveau livre, tout à fait. Je suis en train de finir un nouveau livre. Je suis en train de même finir les corrections d'un nouveau livre qui va sortir en octobre. Et chez Sarbacane. Donc Sarbacane, c'est la maison d'édition de Ogresse, donc ça sera la même maison d'édition. C'est un roman qui s'appelle Les Éblouis, qui va sortir en octobre. Et pour ceux que le sujet de la sexualité des adolescents ça intéresse, bah, ça parle globalement que de ça. Hein. Donc ça se passe dans un internat. C'est donc une jeune fille qui s'appelle Luce, qui a 16-17 ans, qui arrive dans un internat. Donc c'est la première fois, elle est nouvelle quoi, dans cet internat. Et elle est hyper excitée par l'idée d'être dans un internat parce qu'elle a l'impression que ça va être plein d'aventures, des sociétés secrètes, on va sortir le soir, on va entrer dans les chambres les uns des autres, etc. Et quand elle arrive, elle est un peu déçue parce qu'ils sont très sages quand même, les autres internes. C'est pas tout à fait comme elle pensait. Mais par contre, il y a des trucs bizarres qui se passent. On lui raconte qu'il y a un fantôme qui hante l'internat. La plupart des internes n'y croient pas, ils disent bah non, les fantômes ça n'existe pas, il n'y en a pas, mais quand même il se passe des choses bizarres et les différents internes se mettent à développer des genres de... Enfin, on ne sait pas trop si c'est des super pouvoirs ou des malédictions, etc. Il se passe des choses étranges à l'internat. Et par ailleurs, évidemment, comme c'est des jeunes ados, ils tombent tous amoureux les uns des autres. Il y a des premières expériences amoureuses et tout qui se passent dans l'internat. Et d'ailleurs, j'ai promis que si vous étiez sage, et vous êtes très sage, vous ne faites pas un seul bruit,
ou en tout cas je vous entends pas d'ici. Je vais vous lire, si vous voulez, en exclusivité mondiale, un extrait du prochain roman, si vous voulez. Si vous voulez, si ça vous fait plaisir, ouais, ça va. Je vois des gens qui lèvent la main, très bien, qui disent top, top, top. Ok, ça va. Bah, je fais ça alors. Donc pour vous situer un peu la scène, donc ça se passe au début du roman, c'est quand Luce, donc l'héroïne dont je vous parlais, arrive à l'internat et elle découvre sa chambre et elle est assez excitée, alors qu'en vrai sa chambre c'est une chambre d'internat un peu miteuse. Et surtout en fait dans cet internat c'est structuré de manière où il y a une chambre, une douche, une chambre, et on entre dans la douche, donc il y a 2 portes à la douche, chacune qui est reliée à une chambre, donc la douche c'est une sorte de petite cabine entre 2 chambres qui est partagée par les 2 chambres. Donc quand on entre il faut verrouiller de l'autre côté pour être sûr que l'autre personne n'entre pas pendant qu'on prend sa douche, quoi. Donc alors, je vous lis. Une fois débarrassée de sa mère, Luce se retrouva seule dans la chambre qui serait le centre de l'internat, qui serait son royaume. Il y avait un lit, son lit, une fenêtre donnant sur le grand chêne, et un bureau en dessous, une grande commode, quelques étagères, et puis un coin lavabo où se trouvait la porte de la douche minuscule. Un miroir en pied, collé à la porte d'entrée, complétait le tableau. Luce s'y admira et soupira d'aise. C'était parfait. Il était -10. D'après la brochure qu'elle avait lue, la cantine ouvrait ses portes à midi pile. Luce se flaira les aisselles. À force de traîner des valises, elle avait un peu sué. Sa mère avait raison, pour une première impression, c'était pas fou. Luce se dessapa, attrapa une serviette, son gel douche et entra en sautillant, le carrelage était glacé, dans la cabine. Waouh, c'était étroit. L'espace d'un instant, elle considéra l'autre porte, celle qui menait à l'autre chambre, et se demanda si elle devait la verrouiller, puis décida que le bruit de la douche suffirait à avertir sa codouche de sa présence. Prudemment calée dans un coin de la cabine pour ne pas se faire éclabousser, elle actionna le robinet d'eau chaude. Sans résultat. Pas même un gargouillis. Se rencognant un peu plus contre le mur carrelé, Luce actionna l'eau froide, qui jaillit en étoile depuis le pommeau plein de calcaire. Ah gémit-elle en refermant le robinet. C'était glacé. Elle soupesa ses options. Une douche froide ou pas de douche du tout? C'était quoi cet internat sans eau chaude? Et puis, elle se surprit à sourire. Ce n'était sûrement pas un accident. Quelqu'un, un de ses nouveaux camarades, lui avait coupé l'eau chaude en guise de bienvenue. C'était une plaisanterie, un bizutage. En d'autres mots, le début de l'aventure. Haussant les épaules, elle s'enroula dans sa serviette et frappa à la porte qui séparait la cabine de la chambre voisine, puis entra sans attendre de réponse. À 4 pattes sur la moquette verdâtre, sa voisine de chambre rangeait des chaussettes dans sa commode. C'est très drôle, lui dit Luce. La fille lâcha ses sous-vêtements. Quoi? Elle leva les yeux vers Luce, puis les détourna précipitamment. Luce rajusta la serviette qui lui glissait sur les épaules. Je suis ta nouvelle codouche, Luce, enchantée. Salut, Alex, balbutia Alex. Enfin, je veux dire, c'est moi, Alex, je m'appelle Alex. Le truc, c'était que plus Luce remontait la serviette pour couvrir ses seins, plus elle dévoilait ses jambes. Pour se donner une contenance, Alex se mit à rassembler ses chaussettes éparpillées. Oui, donc c'est un super canular, reprit Luce. Mais est-ce que tu peux remettre l'eau chaude, s'il te plaît? Alex se releva. La nouvelle était toute proche, et, sérieusement, sa serviette lui arrivait à ras. J'ai pas... Non, mais je trouve ça hilarant, hein, lui assura Luce d'un ton très sérieux. C'est juste que là, on n'a plus beaucoup de temps avant le déjeuner, et l'eau est vraiment froide, alors... Elle acheva sa phrase par un petit signe de la tête. C'est pas moi, marmonna Alex, c'est les garçons, ils font ça à chaque fois. Luce opina, l'air d'attendre la suite. Enfin, bref, c'est dans le couloir, il y a un panneau de bois qu'il faut ouvrir en glissant ses doigts dans la rainure, puis derrière tu actionnes la manette rouge, et... Le regard d'Alex glissa sur les épaules nues de Luce. Enfin, je peux le faire pour toi si tu veux. Luce sourit. Ce serait super. Alex réactionna l'eau chaude, puis resta allongé sur son lit à regarder le plafond, tout en écoutant la douche qui coulait. À travers la porte lui parvenait le parfum du gel douche de la nouvelle, un truc genre pomme verte et caramel. Le jet se tut, et, 2 minutes plus tard, on frappait à la porte. Côté couloir, cette fois. C'était Luce, tout habillée. Tu viens manger? Voilà, et c'est tout ce que vous aurez aujourd'hui. La suite en octobre. Est-ce que ça vous a plu? Vous voulez faire semblant d'applaudir, comme ça je me sens un peu... Ouais, ok, super. Merci. Alors, je vais encore piocher quelques questions et après j'ai une surprise pour vous. Comment imaginez-vous la suite de votre carrière d'écrivaine? La gloire et la richesse.
Bah, j'espère que ça va bien se passer. Moi, en fait, ce dont je suis très heureuse, c'est qu'aujourd'hui, je fais vraiment quasi que des trucs qui me plaisent, en fait. Je traduis des bouquins, j'aime bien ça. Euh, je travaille de chez moi, ce qui est aussi quelque chose qui me plaît. Je sais que ça convient pas à tout le monde, mais moi, ça me convient très bien. Je fais des rencontres comme j'en fais aujourd'hui, et c'est vraiment super. À chaque fois, les gens sont très intéressés. Moi, je me sens comme une star. On a des conversations intéressantes. Enfin, c'est très chouette. Et j'écris des livres. Et ça, enfin, j'écris des livres et je lis beaucoup de livres. Enfin, c'est vraiment ce qui me passionne, quoi. Je sens vraiment que je suis à ma place. Donc, en vrai, si rien ne change jusqu'à ma retraite et que je peux continuer à faire ce que j'aime, je suis vraiment contente. Si je deviens mondialement célèbre, bah, je m'accommoderai de ce fardeau. Mais je fais déjà ce que j'aime, quoi. J'ai pas besoin de plus. Quel genre de livre lisez-vous à l'heure actuelle? Alors en ce moment, je suis en train de lire le dernier prix Goncourt qui s'appelle La plus secrète mémoire des hommes, qui raconte l'histoire d'un écrivain qui découvre un livre oublié, un écrivain sénégalais qui découvre un livre oublié d'un autre auteur africain, dont j'ai pas encore la nationalité exacte, mais donc il fait une enquête en gros sur la littérature africaine en Europe telle que c'est exporté. Donc c'est toute une réflexion sur c'est quoi d'être un écrivain noir en Europe et la manière dont on est traité. Et le personnage principal qui raconte l'histoire est assez antipathique, donc voilà, je suis en train de me demander où ça mène. Mais donc je lis plein de choses, j'adore lire, enfin vraiment je lis tout le temps, je lis plus de je sais pas, je dois lire une centaine de romans par an, et à chaque fois je suis toujours à la recherche de choses qui me surprennent, ou enfin c'est un plaisir sans fin quoi de lire. Je lis des mangas. Je lis des mangas. Je suis en train de lire un manga qui s'appelle Dragonhead, qui c'est des gamins de votre âge, enfin pas des gamins, des ados, qui rentrent d'un voyage scolaire. Et la première scène, c'est que leur train de retour de voyage scolaire a un accident dans un, euh, dans un tunnel, et donc le héros se réveille et tout le monde autour de lui est mort, et il essaye de survivre le tunnel est bouché des deux côtés, donc il peut pas sortir. Donc j'en suis là, je sais pas encore exactement ce qui va se passer. Mais ouais, je lis des mangas aussi, j'aime bien les BD, je lis plein de choses. Je lis assez peu de poésie ou de théâtre, mais je vais au théâtre. Donc voilà. Et je lis beaucoup en anglais aussi, pour maintenir mon niveau, puisque c'est aussi mon métier. Et aussi parce que j'aime beaucoup la littérature anglo-saxonne, enfin américaine contemporaine. Euh, Alors, j'ai plusieurs questions sur le fait que est-ce qu'il y a un vécu derrière mon écrit, ou est-ce que les personnages sont inspirés de gens que je connais, ou est-ce que j'ai vécu des faits similaires à une ambiance familiale pas très saine, comme c'est décrit dans Ogress. Bah donc oui, si j'ai écrit sur des relations mère-fille et des ambiances familiales un peu difficiles, c'est que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et comme je disais tout à l'heure, le cannibalisme, c'est aussi une manière pour moi d'aborder le côté mystérieux et totalement incompréhensible d'une maladie mentale, et comment ça peut paraître aux gens qui sont autour de la personne qui est malade. Donc c'est sûr que je m'inspire très fort de choses que moi j'ai vécues. Après, je m'en inspire pas forcément parce que je veux les raconter. Euh, pas pour moi, quoi. Je veux dire, je dirais jamais, par exemple, que écrire est une thérapie, parce que, enfin, j'espère que vous avez pas l'impression que mon livre est une thérapie, parce que j'ai l'impression que c'est pas très intéressant de lire une thérapie sur papier, quoi. C'est intéressant pour l'auteur, mais comme je disais, pour moi, c'est le lecteur qui compte. Donc en fait, j'utilise mon vécu pour faire des meilleures histoires, en fait, parce que j'ai l'impression que ça rend les histoires plus justes, et que ça leur donne un aspect qui est plus réel et plus touchant. Et donc quand j'ai le choix entre faire quelque chose qui ressemble plus à ce que moi j'ai vécu, ou quelque chose qui va rendre le bouquin meilleur, qui va donner une meilleure histoire, je choisis toujours la meilleure histoire. Donc je vais jamais dire que mes bouquins sont autobiographiques, parce qu'au contraire, j'arrête pas de trahir ce qui s'est passé vraiment, parce que j'essaye de faire les meilleures histoires possibles. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment ce que vous en retirez, et pas ce que moi j'y ai mis, quoi. Donc voilà, peut-être que ça vous paraît juste parce que c'est en partie basé sur des choses que moi j'ai vécues, mais d'un autre côté, l'important c'est que ça soit une bonne histoire, pas que ce soit fidèle à ce que moi j'ai vécu. Euh, hmm, Pourquoi dans vos deux livres les héroïnes sont-elles des femmes? Très bonne question. Alors moi, pour l'instant, j'ai écrit plutôt même dans les nouvelles, etc., que j'ai écrites, j'ai plutôt occupé des héroïnes qui sont effectivement des femmes ou des jeunes filles. Je trouve ça important, en fait, de faire
Parce que souvent, en fait, dans l'édition, souvent on a ces discussions, des discussions du type, si le personnage principal est un garçon, ça va plaire aux filles et aux garçons. Par contre, si le personnage principal est une fille, bah là, on va avoir du mal à le vendre à des garçons, ça va être plutôt des filles qui vont l'acheter ou qui vont l'aimer. Et moi, enfin, c'est vrai, c'est un truc qui se passe, qu'on observe dans le marché, quoi, que le personnage masculin va être considéré comme un personnage standard qui va plaire à tout le monde, et le personnage féminin, c'est déjà un peu niche, il va déjà falloir convaincre les garçons de le lire. Et je trouve ça très dommage, donc j'essaye d'écrire des livres avec des personnages féminins principaux, mais j'ai l'impression que c'est des livres qui peuvent tout à fait plaire à des garçons, parce que vraiment, c'est des thèmes qui vont toucher tout le monde. Et puis, si on attend des filles qu'elles s'intéressent à la vie intérieure des personnages masculins, etc., je vois pas pourquoi les garçons pourraient pas faire pareil, et aussi c'est être touché par des personnages féminins. Donc ouais, c'est important pour moi d'écrire des personnages féminins. Alors, il y a une question qui m'a beaucoup vexée, c'est la question de... pour vous, d'avoir la trentaine, cela vous oriente-t-il plus vers la littérature des ados ou l'inverse ? Une question de Abdel, donc merci Abdel de me rappeler que j'ai la trentaine. C'est vrai que j'ai eu 30 ans il y a 4 mois, ce qui n'est pas très long, hein, je veux dire, je suis encore une très jeune trentenaire. Et en vrai, en fait, je suis attirée par l'adolescence comme sujet parce que c'est un moment où on va avoir l'expérience de beaucoup de premières fois, ou se rendre compte de choses pour la première fois, où ça va être vraiment le début de plein de choses et ça va être des très gros bouleversements. Mais la vérité, c'est qu'on vit des premières fois et des bouleversements toute sa vie, en fait. Et donc, parler de l'adolescence, c'est une manière de parler des bouleversements qu'on vit toute sa vie, en fait. J'ai pas vraiment besoin d'imaginer ce que c'est d'être adolescente, parce qu'en fait, au fond de moi, il y a encore quelqu'un qui réagit comme une adolescente, et c'est juste qu'il y a plus de choses... Enfin, que ça va être plus caché, quoi, la façon dont l'adolescente, au fond de moi, réagit. Mais j'ai toujours des bouleversements, je me sens toujours très jeune face à plein de choses dans ma vie, etc. Et quand j'écris, j'écris avec la partie la plus sensible de moi-même, qui est la partie qui se sent en fait la plus jeune, la plus démunie, comme on peut se sentir à l'adolescence, quoi. Donc pour l'instant, je me vois pas... je me vois pas abandonner l'adolescence comme sujet. Alors parfois, il y a des livres sur l'adolescence qui sont écrits pour les adultes. Ça, c'est encore différent. Mais l'adolescence comme sujet et la jeunesse comme sujet et les découvertes, que ce soit de la sexualité, les découvertes des fautes de nos parents, des faillibilités de nos parents, ça reste des sujets qui sont vraiment très importants pour moi et qui sont très liés à l'adolescence, quoi. Alors, j'ai dit que j'avais une surprise pour vous. En fait, j'ai eu une aventure avec Ogress, donc ce livre-ci, qui est que il y a 1 an, il y a mon éditeur qui m'appelle et qui dit « Tu sais quoi, il y a un producteur qui est intéressé par Ogress pour faire une série. » Et j'ai dit quoi ? Il y a un producteur qui est intéressé par Ogress pour faire une série. Et il m'a dit bah oui, il y a un producteur qui est intéressé par Ogress pour faire une série. Et donc on a longtemps fait des allers-retours comme ça, mais j'ai fini par comprendre qu'effectivement un producteur était intéressé par Ogress pour faire une série. Et j'étais très étonnée parce qu'en fait c'est un truc qui arrive pas vraiment, quoi, sur des livres comme ça qui sont pas... Enfin je veux dire, Ogress c'est bien vendu pour ce que c'est, mais il n'y a pas énormément de... Enfin, c'est quand même pas énormément de ventes. Je m'attendais pas à ce que ça soit qu'il y ait un intérêt audiovisuel, comme on dit. Et en fait, ouais, il y avait même plusieurs producteurs qui étaient intéressés par Ogress pour faire une série. Donc on a 3 producteurs qui nous ont écrit en disant est-ce que vous voulez pas nous vendre les droits d'Ogress ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un dossier qui montrerait ce que ça donnerait comme série. Et derrière, on va essayer de le vendre à des diffuseurs comme Netflix ou France 2 ou Arte ou Disney+, etc. Et donc on a dit bah oui, vous pouvez, mais on veut que Aileen participe, parce que moi j'ai toujours eu envie de devenir scénariste. J'adore les romans, mais j'adore aussi les séries télé, donc ça a toujours été un rêve pour moi, et je pensais que c'était pas possible, parce que je pensais que comme être écrivaine, je pensais que c'était comme devenir astronaute de devenir scénariste, mais en fait il y a des gens qui deviennent vraiment scénaristes dans la vraie vie. Et donc on leur a dit vous pouvez acheter les droits, mais alors Aileen doit participer, doit faire partie de l'équipe de scénaristes. Et il y a un producteur qui a accepté ça. Et donc on a vendu les droits d'Ogress à ce producteur. Alors la manière dont les séries se créent, c'est que on commence par... donc en tout cas, quand c'est des adaptations de livres comme Ogress, on commence par créer un projet. On appelle ça une bible, en fait. On commence par se demander comment est-ce qu'on va adapter ça en série, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va garder, comment est-ce qu'on va découper les épisodes, etc. Et puis, donc, avec tout ça, on écrit un projet de série, c'est-à-dire on va montrer un peu à travers un dossier
les différentes ambiances qu'on veut utiliser en utilisant des collages de différentes images de films, etc. On va décrire les personnages, on va présenter la première saison, comment elle va se passer, comment elle va être découpée en épisodes, et surtout on va écrire le pilote. Donc le pilote, c'est le premier épisode de la série. Et donc on a fait tout ça, et donc pour l'instant, donc maintenant on est avec le producteur, et on est en train de demander bonjour Disney+, est-ce que vous voulez pas nous donner plein d'argent pour qu'on puisse faire cette série? Bonjour HBO, est-ce que vous voulez pas nous donner plein d'argent pour qu'on puisse faire cette série? Bonjour Netflix, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de réponse positive, donc ça se trouve on n'en aura pas et il y aura pas de série, mais on a quand même fait tout ce travail avec ce dossier, etc. Et je voulais vous montrer donc le dossier qu'on avait fait. Pour vous montrer un peu l'ambiance visuelle qu'on a imaginée pour la série Ogress. Voilà, alors est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que c'est comme ça que vous les imaginiez? Donc vous voyez, donc on a créé une affiche, mais c'est pas des acteurs qu'on a fait poser, etc. C'est vraiment d'un découpage. Donc on a pris des images dans d'autres séries. Et on les a collés et tout pour donner une idée de l'ambiance du roman Ogress adapté en série. Donc vous voyez ici qu'on a mis donc d'après le roman d'Ayn Mancho. Ici c'est l'équipe des scénaristes, donc c'est mes camarades scénaristes. Et ici on a mis une série de 10 fois 26, ça veut dire une série de 10 épisodes de 26 minutes. Donc c'est toujours très important pour les diffuseurs de mettre ce qu'on appelle le format, c'est-à-dire est-ce que ça va être une série des épisodes d'une heure ou une série beaucoup plus courte, etc. Et donc on a choisi comme ambiance, donc vous pouvez reconnaître ici à la fenêtre on a la forêt. Donc on voit que c'est en bordure de forêt, on voit que c'est une ambiance assez domestique, hein, donc c'est une maison avec un vieux papier peint, c'est une cuisine, etc. On a la mer qui a l'air d'être effectivement un peu ailleurs, comme elle a l'air dans le roman. Et on a Hippolyte avec cette expression un peu effrayée, et surtout devant elle, qu'est-ce qu'on a? On a une assiette avec un cœur, mais un cœur, pas un cœur amoureux, quoi, un cœur de boucher, quoi. Et surtout ici, on a une petite menace, on a une sorte d'ombre à l'arrière. Si on regarde un peu plus près, on se dit ah mais il y a un truc dans cette forêt en plus. Donc c'est après des longues réflexions, on s'est dit que c'était donc la première image, c'est comme la couverture d'un livre, ça va être l'image qui va donner envie aux personnes qui lisent pour les diffuseurs, donc par exemple aux responsables de la création chez Netflix, ça va leur donner envie d'aller voir plus loin et il faut que ça leur donne une image assez lisible de ce à quoi ressemblerait la série, quoi. Donc, ouais, le sommaire. Donc on a ce qu'on appelle un pitch, qui est, je vais pas vous, enfin si je peux vous le lire à voix haute. Un pitch, c'est en quelques phrases, on va présenter l'intrigue de la série et on va essayer de vous donner envie de la regarder. Donc, Hippolyte, qui préfère qu'on l'appelle H, a 15 ans. Avec ses amis Kouz et Benji, elle vit à Blood Castle, une petite ville nichée au creux d'une forêt, théâtre d'une légende sanguinaire. Ces derniers temps, dans la vie de H, tout est bizarre, comme déséquilibré. Son père est parti, son meilleur ami Kouz sort avec une fille qu'il déteste, des animaux sont retrouvés dévorés et sa vieille voisine a disparu. Et puis, il y a sa mère qui perd pied. Elle s'enferme à la cave et refuse de manger devant sa fille, à qui elle sert pourtant d'énormes pièces de viande. Un jour, H rentre seule du lycée. Soudain, quelque chose se jette sur elle dans le noir et la mort. H parvient tout juste à s'enfuir. Elle ne voit pas le visage de celle qui l'a mordue et qui n'est autre que sa mère. Alors, est-ce que dans ce pitch, déjà, vous identifiez des différences entre le roman et ce qu'on a imaginé comme adaptation? C'est pas en Belgique. C'est pas en Belgique, tout à fait. Ouais, c'est pas en Belgique, c'est dans une ville qu'on a inventée, qui s'appelle Blood Castle. Parce que, effectivement, en fait, donc j'ai beaucoup dans les classes, quand je montre ça, les gens sont fâchés, surtout dans les classes en Belgique, parce qu'ils veulent que ça se passe à Bruxelles, comme dans le livre, ils sont tristes que ça se passe pas à Bruxelles. Mais en fait, donc il y a plusieurs raisons. Ce qui est déjà que, en fait, si on vend cette série, on va la vendre en France, c'est quand même plus facile de vendre quelque chose qui se passe en France. Et aussi que, pourquoi le roman se passe à Bruxelles spécifiquement, et pourquoi est-ce qu'il y a des noms de rues et des noms de bus, etc. C'était que moi, je voulais très fort jouer sur le contraste entre le côté fantastique conte qui se passe en forêt et le côté réaliste qui se passe quand H va à l'Athénée, etc. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont reconnu l'Athénée dans laquelle elle va? Elle va à l'Athénée Charles Jensens, qui est l'Athénée où moi je suis allée quand j'étais enfant, donc on voit, enfin quand j'étais ado, quand j'avais votre âge, donc on voit qu'elle descend
à la place de Londres, à Ixelles, etc., qu'elle traîne dans ce coin-là, donc elle va dans cette Athénée-là. Et donc c'était important pour moi de placer toutes ces scènes dans des vrais lieux où moi j'ai vécu, parce que ça faisait un contraste que je trouvais très chouette entre le réalisme de ces scènes, qui sont vraiment placées dans des endroits, et le côté beaucoup plus fantastique, beaucoup plus effrayant du conte. Et dans une série, en fait, on a déjà ce contraste rien que par le fait qu'on fait des images qui sont des vraies prises de vue, quoi. Donc il y a des vrais acteurs qui jouent, etc. Donc on a déjà un côté réaliste, dans le sens qu'on a déjà les images, et on n'a pas besoin d'appuyer, on a moins besoin d'appuyer ce côté réaliste avec des noms de rues, etc., comme on le fait dans Ogress. Et donc on s'est dit que c'était pas trop grave de changer l'endroit, et donc on s'est dit qu'on allait plutôt se baser sur... et aussi on a besoin aussi on parle d'une légende sanguinaire dans le pitch, c'est toute une mythologie qu'on a inventée pour justifier le fait qu'il y ait des monstres qui mangent, qui cannibales dans le village. Ce qui est quelque chose que je ne justifie pas dans Ogress le roman, parce qu'un roman c'est contenu, c'est fini, on n'a pas besoin de devoir continuer, de trouver des mystères, etc. Tandis que dans une série, on a besoin d'un côté mystérieux et tout, d'épisode en épisode, qui va continuer à nous entraîner sur l'histoire. Et donc pour ça, on a imaginé en tout cas une petite ville qui n'est pas une ville qui existe, mais une petite ville avec une légende qui est là depuis des générations, un truc que les gens racontent dans le village, etc. Et donc notre modèle, c'était Stranger Things. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Stranger Things parmi vous? Je suis sûre que oui. Levez les mains. Ouais, c'est ça. Donc c'est Stranger Things, ça se passe dans une petite ville aux États-Unis qui n'existe pas, mais par contre il y a plein de rumeurs et de choses qu'on raconte sur cette petite ville. Les habitants se connaissent tous entre eux et ils se parlent de choses. Et ben on s'est imaginé un peu ça du coup, et c'est pas explicitement en France, ça pourrait être en Belgique aussi, mais en tout cas c'est pas Bruxelles, quoi. C'est une petite ville, on sait pas trop où, mais qui est près d'une forêt, et où il y a bien longtemps vivait un seigneur qui s'appelait le Seigneur Sanguinaire, et on raconte que même il mangeait des enfants, mais bon, c'est juste une histoire qu'on raconte aux enfants, c'est pas vraiment vrai. Sauf qu'on va découvrir pendant la série que en fait, peut-être que si, il a bien existé, et peut-être même qu'il y a encore des descendants à lui qui rôdent dans la région, quoi. Donc on a ajouté à la mythologie de l'histoire, et pour ça on avait besoin de le placer ailleurs qu'à Bruxelles. Alors vous voyez là, donc c'est ce qu'on appelle des arguments de vente. Donc Ogress, c'est une relation toxique mère-fille, une série sur le fil entre le genre et la comédie de mœurs, une légende terrifiante qui reprend vie sous nos yeux, des adolescents empêtrés dans une histoire trop grande pour eux, des adultes face au poids des secrets, et la série cannibale qui va vous rendre vegan. Voilà, et donc ça c'est des petits slogans qu'on met pour donner envie aux diffuseurs d'en savoir plus, quoi. Et puis donc les images qu'on a choisies pour rendre l'ambiance. Donc on voit les différentes jeunes filles qui sont un peu toutes des représentations d'Hippolyte. On ne sait pas encore quel genre d'actrice on aura, mais donc on se dit qu'elle donnera cet air-là en tout cas. Donc là on présente le roman. Ici c'est un passage, donc Ogress c'est passé sur l'émission de Yann Barthès quotidien, et c'est comme ça aussi que les producteurs ont su que ça existait. Donc comme c'est déjà un succès médiatique, on le met pour dire regardez ce roman, il s'est bien vendu, et donc en plus de ça, si vous faites une série, il va y avoir plein de public. La presse, pour dire que c'est vraiment le meilleur roman du monde, et donc il faut absolument l'adapter en série. Avec à chaque fois, on en profite pour mettre des photos d'ambiance, etc. Note d'intention, donc ça je vous lis pas, c'est nous, c'est les scénaristes qui parlent et qui disent pourquoi cette histoire les intéresse et pourquoi ils ont envie, un peu ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, quoi, pourquoi est-ce qu'on a envie de la raconter en série. Donc je vous montre l'ambiance, hein. Donc à la base, ça par exemple c'est intéressant, on a mis quelqu'un avec le service graphisme qui a choisi les photos et tout, avait mis quelqu'un avec un flingue. Et moi je leur ai dit mais non, il n'y a pas de flingue dans Ogress, il n'y a que des couteaux, quoi. L'esthétique c'est vraiment une esthétique au couteau et c'est pas une esthétique au flingue. Et donc on a changé ça, on a mis un couteau rouillé qui fait un peu peur. Ça, est-ce que vous reconnaissez? C'est moi qui ai donné l'ambiance, donc oui, ça se passe pas à Bruxelles, mais j'ai quand même donné l'ambiance. Donc ça, c'est une photo qui se passe, qui a été prise à Boisfort, dans un endroit qui s'appelle le Logis Floréal. Donc c'est quand même, c'est pas loin de là où moi j'ai grandi, et donc j'ai quand même donné des ambiances bruxelloises pour inspirer la petite ville. Donc ça se passe pas à Bruxelles, mais ça se passe un peu à Bruxelles, dans mon imagination en tout cas. Donc oui, on montre aussi, donc on va parler de sexualité, etc. Donc avec ces photos-là qui donnent un peu l'ambiance au-delà de l'histoire d'horreur. Il y a aussi ces adolescents qui se découvrent entre eux, etc. Et les personnages. Donc on a fait des fiches personnages
Donc est-ce que quelqu'un reconnaît de quelle série vient cette jeune fille? Non, mais donc on aimait bien en tout cas cette actrice parce que c'est I'm Not Okay With This, qui est une série Netflix qui n'a pas eu tant de succès, donc c'est peut-être normal que vous ne connaissiez pas. Mais on aimait bien cette actrice parce qu'on trouvait qu'elle rendait bien le côté discret, un peu garçon manqué de Hippolyte. Ensuite Lola, donc sa voisine. Kouz, lui vous le reconnaissez hein, si vous avez vu Sex Education. Et Benji. Alors Benji, ça c'est un truc qu'on a changé. Dans le... Donc moi je l'imaginais un petit blond blanc, etc. Mais en fait on s'est dit, mais pourquoi Enfin, c'est important d'avoir des représentations différentes, etc. de personnages. Et on s'est dit, bah, il peut tout à fait... c'est chouette d'avoir quelqu'un qui est black, quoi. Et ça change rien au personnage, si ce n'est que c'est cool de l'avoir à l'écran, etc. Et puis c'est aussi un truc auquel les diffuseurs font attention, donc ils essayent d'acheter des projets de séries qui vont plaire à plein de gens différents et qui ont un casting divers, issu de la diversité, quoi. Ils aiment bien ça. Donc c'est à la fois quelque chose de mieux pour la série, parce que ça montre qu'on fait vivre des personnages différents de plein d'endroits différents, etc. Et puis en plus c'est devenu aussi un argument marketing pour les diffuseurs. Donc voilà, on s'est dit que ce serait un jeune garçon hyper joyeux et pas forcément un petit blond, quoi, parce qu'on voit beaucoup de petits blonds, quoi. Ensuite, on a aussi une autre chose qu'on a dû faire, c'est qu'on a un peu étoffé, donc ajouté des rôles aux personnages des adultes, donc qui apparaissent assez peu dans le bouquin. Et là, on leur a donné plus de choses à faire, etc. Donc on a ajouté des storylines aux adultes pour aussi faire un effet un peu comme dans Stranger Things de nouveau, où il y a des histoires qui se passent sur plusieurs générations. Donc il y a l'histoire des ados, l'histoire des gosses et l'histoire des adultes. Et ici, il y a l'histoire des ados et l'histoire des adultes. Et donc les adultes, on a essayé de leur donner plus de motivation. Donc là où dans Ogress, la grosse différence en fait entre une série et un livre, c'est que dans Ogress, le livre, on voit tout à travers les yeux de Ash. On quitte jamais Ash. On quitte jamais ce qu'elle voit. Tandis que dans la série, on voit d'autres scènes qui sont vues du point de vue d'autres personnages. Et donc pour ça, il fallait fatalement étoffer ce que les adultes font, quoi. Donc par exemple, Armelle, elle a pas de nom dans le livre Ogress, mais en fait c'est la maman d'Ogress, et on a décidé que dans la série elle s'appellerait Armelle, et on lui a mis, bon je révèle pas tout, mais on lui a mis une histoire un peu dramatique, on a dit qu'elle était orpheline, etc. Albertine, alors ça c'est aussi un gros changement qu'on a fait, c'est que dans le livre, c'est la mère de Lola qui l'a mordue quand elle était petite et qui est morte ensuite. Et on s'est dit, dans la série, on n'a pas envie que ce soit deux femmes qui soient des ogresses, on a envie que ce soit le père de Lola qui l'ait attaquée. Et donc la mère de Lola qui reste. Et donc ça permettait d'avoir ces deux filles qui habitent côte à côte, toutes les deux seules avec leur mère, et ça permettait de faire un chouette parallèle entre les deux filles. Et aussi, comme on voulait faire une ambiance de petit village, où il y a plein de rumeurs, on s'est dit, peut-être que dans ce village, personne n'a jamais vraiment cru que c'était pas Albertine qui avait tué son mari. On s'est dit, donc son mari est mort mystérieusement. Les gens du village ne savent pas, mais il est mort mystérieusement après avoir mordu Lola. Mais tout ce que le village sait, c'est que Lola se balade tout le temps avec une écharpe pour cacher sa cicatrice, que voilà, et que Albertine, elle, par contre, la maman de Lola, elle est bouchère, c'est la bouchère du village, du petit village, et donc tout le monde la soupçonne un peu, se dit oui, il y a une rumeur qui court comme quoi ce serait elle qui a tué son mari, etc. Et donc c'est un personnage qui est assez rejeté dans le village, quoi. Et c'est aussi pour ça que Lola est la souffre-douleur du lycée, c'est que tout le monde dit ah ta mère a tué son mari et tout, alors que c'est pas vrai, mais c'est hyper blessant de dire ça pour Lola. Et puis un truc qui est ajouté aussi au personnage de Lola, c'est que Lola elle est végane, alors que sa mère est bouchère, donc forcément ça fait un peu de conflit entre les deux. Et puis ça nous permet aussi un truc qui est très intéressant au niveau des images, c'est que ça nous permet d'avoir des images dans une boucherie, en fait, ce qui est vraiment très intéressant pour cette série, pour l'ambiance, etc., puisqu'on parle beaucoup de viande, etc. Voilà. Et Lionel, ça c'est le père de Ash, et pareil, il a fallu trouver un moyen pour qu'il apparaisse plus dans cette série. Donc on en a fait le prof de bio du lycée de H, comme ça on le voit au lycée et à la maison, ce qui nous permet de le faire interagir avec les autres personnages, etc. Et on a aussi inventé que, en fait, la raison pour laquelle ils se sont quittés avec Armelle, avec la mère de H, c'est qu'en fait il avait une aventure avec Albertine. C'est une des raisons en tout cas. Donc il y a des intrigues qui se passent entre les adultes.
Voilà, donc on a Madame Munoz, on a ajouté un fou du village, un personnage un peu inquiétant, dont on sait pas trop ce qu'il fait, qui permet aussi de se demander en fait qui est vraiment coupable de tous ces crimes qui ont eu lieu. Aurélie, qui apparaît aussi dans le bouquin. On a Stéphane, donc, qui est le père de Lola, qui l'a mordu il y a 13 ans, qui est mort dans des circonstances mystérieuses. Les parents de Benji. Ensuite, donc, on a raconté toute l'histoire qu'on a découpée en épisodes, et on a toujours, comme toujours, mis des photos donc, d'ambiance. Voilà, une photo de la morsure, la viande, qui joue un rôle très important dans l'histoire. Donc toujours des photos d'ambiance, voilà. Et ensuite on a fait une blague à la fin. Si vous avez des questions ou un cadavre à découper, veuillez contacter. Donc tout pour rester dans l'esprit des... En fait, quand on envoie un projet comme ça de série, c'est un peu comme quand on envoie un manuscrit, on essaye vraiment qu'un éditeur le voit et se dise « Ah, c'est génial ». Mais donc on fait vraiment tout pour attirer leur attention, quoi. On fait des beaux dossiers, on fait des blagues et tout ça. Et puis derrière, donc on a le premier épisode d'Ogress, l'épisode pilote, que j'ai écrit avec les deux autres scénaristes, pour leur montrer. Donc on a déjà écrit un épisode, il est... Enfin, moi je pense que c'est un très bon épisode, et donc on espère qu'il va convaincre des gens. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Dites-moi. Vous êtes inspiré d'une maladie mentale ou genre une maladie bactérienne, je sais pas quoi, pour faire la maladie de la mère de H, ou c'était juste comme ça? Inspiré d'une maladie mentale exacte, non, parce que je sache, il n'y a pas de maladie mentale où on mange des gens. Mais oui, en fait, c'est pas tant la mère de H qui est inspirée d'une maladie mentale, c'est en fait la situation entre H et sa mère. Qu'est-ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui clairement va pas bien et on ne comprend pas pourquoi. Et c'est quelque chose dont on se rend compte petit à petit, quoi. Par exemple, si un jour, ce que je te souhaite pas, mais ton père ou ta mère a une dépression, tu vas pas te lever un jour en disant mon père ou ma mère a une dépression. Tu vas voir des choses bizarres arriver petit à petit, et ça va te donner une impression de flottement, on va pas être sûr de ce qui se passe, etc. Et c'est ce sentiment-là que je voulais retranscrire en fait, à travers la lente découverte de H de ce que fabrique sa mère. Ok. Cécile a une question. C'est quand on entend tout ce qu'il a fallu adapter pour la série, c'est comme s'il fallait complètement réécrire. Est-ce que c'est pas dur de se dire on a mis son cœur dans un roman, on a essayé de l'écrire du mieux possible et puis boum, il faut rechanger. Alors, c'est vrai que c'est une réaction, des fois je disais à mes collègues scénaristes qui sont devenus des amis, moi j'ai déjà écrit ce livre, quoi, arrêtez de m'emmerder. Clairement, si j'ai pas écrit ça, c'est que ça m'intéressait pas. Mais c'est sûr qu'il a fallu, par exemple, dans Ogress, le roman, j'ai fait exprès de pas expliquer pourquoi la maman... Enfin, j'ai mis quelques petites hypothèses à la fin sur pourquoi elle a ça, mais j'ai dit que H s'en fichait, et moi en fait je m'en fiche aussi, et en plus c'est mon éditeur qui m'a obligé à mettre des hypothèses à la toute fin, où j'ai ajouté que peut-être des bactéries, machin. Mais clairement, moi ce qui m'intéressait, c'était les réactions à cette maladie, pas les causes de cette maladie. Et dans la série, ça c'est pas possible. En fait, les gens vont toujours vouloir plus. Il y a toujours plus de... Il faut aussi imaginer que la série fasse plusieurs saisons, donc il y a toujours plus... il faut toujours plus, quoi. Toujours des lignes de mystère comme dans Lost qu'on essaye de tirer, etc. Et donc on a dû inventer au moins une raison mythologique pour laquelle ça arrive. Et c'est vrai que des fois je leur disais, mais j'ai pas envie de encore me pencher sur les mêmes trous de scénario qui m'ont posé plein de problèmes quand j'écrivais le bouquin. Je pensais que j'avais fini, etc. Donc oui, je disais ça, mais pour plaisanter, parce qu'en vrai, j'ai toujours rêvé d'être scénariste, et là c'est le projet rêvé pour apprendre sur le tas, quoi. C'est mon histoire, mon roman. Et je veux dire, ça reste quand même un énorme bonheur. Mais c'est sûr que c'est dur des fois de s'y remettre et de se dire, quand même, j'ai passé 1 an à écrire ce roman, 1 an à l'éditer, et puis maintenant on passe encore 1 an à faire la même histoire. Des fois, oui, effectivement, c'est fatigant. Mais en vrai, 90% du temps, c'est complètement passionnant. Voilà. Il y a les bibliothécaires d'Ixelles. Ouais, les bibliothécaires d'Ixelles, Judith et Noé. Ouais, une signification particulière derrière le prénom Hippolyte. Et j'enchaîne avec Boxtal. Pourquoi la mère de H n'a-t-elle pas mangé son époux? Alors, Hippolyte, en fait, je voulais un prénom qui soit épicène, donc ce qui veut dire qu'il soit portable par les filles et les garçons, et aussi complètement importable, parce que j'aimais bien cette idée que Hippolyte soit un peu mal à l'aise dans plein d'aspects de sa vie, notamment dans son prénom, tellement qu'elle se fait appeler par une seule lettre, quoi. Elle trouve pas vraiment un surnom qui lui convient ou un prénom qui lui convient. Et j'aimais bien ça, et puis j'aimais bien aussi l'idée que
mes 4 personnages adolescents, ils soient tous pas vraiment appelés par leur prénom. Donc Benji, c'est pas son nom, quoi. Benji, c'est Benjamin. Kouz, c'est encore pire. Je veux dire, les gens n'arrivent pas à prononcer son prénom, c'est pour ça qu'on le surnomme Kouz. Et H, elle aime pas Hippolyte, donc c'est H. Et la seule qui est vraiment droite dans ses bottes et tout, et on peut m'appeler par mon prénom, c'est Lola. Et j'aimais bien cette idée qu'il y en ait une qui, elle est déjà au-delà de tout ça, etc. Elle est sûre d'elle et tout, elle est bien dans son prénom, et tous les autres, ils sont un peu flottants à se demander comment on les appelle, etc. J'aimais bien ça. Et donc, pourquoi est-ce que la mère de H n'a pas mangé son époux ? Je pense que je sais pas exactement, en fait, il faudrait lui demander. Donc, comme je disais, ce que j'ai pas écrit dans le livre, je l'ai pas écrit dans le livre, j'en sais pas vraiment plus que vous. Mais j'imagine qu'il est parti suffisamment vite, et puis qu'elle faisait aussi. Je pense qu'elle était toujours tiraillée entre ses pulsions et comment faire pour protéger les gens qu'elle aime et les gens autour d'elle. Et que donc elle a créé ce plan pour manger Madame Mignose, qui peut-être avait envie de mourir. Ça lui semblait peut-être un peu moins grave que de manger son ex-époux, quoi. Mais je sais pas trop. Alors, il y a des réactions, il y a des classes qui doivent partir, qui doivent rendre des locaux. Mais Ok. du coup, ils étaient ravis, c'était super. Et ils disent à bientôt pour le prochain livre et la série. Ouais, j'espère pour la série, on croise les doigts. Priez pour moi. Et il y en a qui demandent si c'est possible de vous rencontrer en vrai. Et oui, n'hésitez pas, on vous donnera des infos pour le faire, pour rencontrer les auteurs en classe sans problème, ça va ? Ouais, donc voilà, je vous laisse dans les mains de Cécile si vous voulez me rencontrer en vrai. Peut-être donc en octobre, il y a le nouveau livre qui sort et on peut faire des rencontres à cette occasion-là pour l'année scolaire prochaine. Sinon, je sais pas, j'ai envie de vous dire suivez-moi sur Instagram, mais je poste jamais rien. Mais ce que je peux faire, c'est poster en story quand je fais des rencontres dans des librairies, comme ça, si jamais vous voulez venir en librairie, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe avec le Covid, malheureusement. Mais vous pouvez me suivre sur Instagram, je parle de bouquins sur Instagram, donc si ça vous intéresse. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je suis contente que ça vous ait plu, en tout cas. Merci les classes qui s'en vont, merci d'avoir été là. Sinon, alors s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier tous pour votre attention. Ah si, il y avait une question. Vite. Salut. Bon, moi je suis bibliothécaire et je viens de finir votre livre et la question que je me posais, c'est est-ce que votre série va vous permettre d'explorer d'autres thématiques que vous avez survolées dans le livre ? J'ai cru deviner ça avec Lola qui est végane, mais il y avait également ça a été survolé très vite, mais il y avait toute une problématique où Kouz avait montré des photos de son ex-copine à poil, qui montrait ses seins à tout le monde. Donc est-ce que ça va permettre d'aborder également d'autres sous-thématiques ? Ouais, oui, c'est sûr que ça va être creusé. Donc Aurélie est devenue un personnage plus important dans la série, etc. Donc on va creuser tout ça, ouais. Et puis on veut que ça soit une série très actuelle. Donc donc pour moi, ce qui est important dans le livre, c'est le contraste entre cette chronique adolescente et le côté fantastique, horrifique, etc. Et ça sera pareil dans la série, donc ça sera un contraste entre une chronique adolescente. Et donc qu'est-ce que c'est une chronique adolescente dans une série ? C'est un soap adolescent, donc un peu comme Sex Education, etc. Et donc ça sera clairement des choses qu'on va explorer dans le lycée pour aussi maximiser le contraste avec ce qui se passe à la maison, qui est plus de l'ordre du film d'horreur. Donc on va jouer avec ces genres-là, et donc pour ça il faut qu'on ait de la matière aussi à explorer au lycée. Donc c'est clairement des problématiques qu'on va explorer. Mais donc oui, il y a une scène par exemple avec le véganisme de Lola et le fait que le père de H est prof de bio. Donc la première scène où on rencontre le père de H et Lola, c'est en fait ils sont en train de disséquer une grenouille dans une scène de bio et dans un cours de bio, et Lola refuse de disséquer la grenouille et ça fait une énorme esclandre dans la classe. Donc c'est des choses qu'on explore, ouais. Donc, voilà, si la série un jour existe, vous les verrez, j'espère. Voilà, merci vraiment à tous, c'était super chouette. J'espère qu'on pourra faire des rencontres en vrai, que je vous verrai en vrai, et que je pourrai dédicacer vos livres et tout ça. Un de ces 4. Et donc merci. Et voilà, continuez à lire, et je suis contente que mon roman ait plu à autant de gens.